sommes peut-être plus que jamais dans un moment d'espace et de temps où tous les repères construits ou intégrés par notre éducation, par notre vie professionnelle, personnelle, sociale, sont en train de changer de nature ou de changer d'espace. Et ce qui me questionne, c'est comment participer au monde en ayant le moins possible cette impression et du coup en travaillant ou en abordant son monde intérieur. Quelle est la posture que je prends dans mon libre arbitre pour alimenter ma présence, alimenter ma conscience, alimenter ma contribution à un peu plus grand que moi? C'est ça, c'est qu'est-ce qui pourrait contribuer à plus d'équilibre et d'harmonie? Et peut-être que le point de départ, alors que souvent on a tendance à le projeter à l'extérieur, ça pourrait être en l'incarnant ou en tendant vers l'incarnation, parce que bon, c'est peut-être un idéal, mais en tout cas en ayant une plus grande stabilité et réflexion intérieure et discernement, de mon point de vue, c'est un levier extrêmement fort. Et c'est toujours pour moi une fascination de voir, suivant l'endroit où on est, au sens de la naissance ou au sens de la présence, de voir à quel point le rapport au monde peut être différent. Et c'est à la fois absolument fascinant et ça fait de la planète Terre un lieu d'expérimentation absolument incroyable. De se dire, voilà, on peut vivre des expériences tellement différentes que ça remet complètement en cause la notion de vérité ou d'absolu, puisqu'en fait elle est extrêmement relative et tellement conditionnée par justement ses racines, ses ancêtres et son rapport à la vie. J'ai souvenir de petite fille, pendant que mes parents travaillaient, j'avais assez souvent du temps seul à la maison, enfin à l'appartement, et mes parents étaient abonnés au Courrier l'UNESCO, qui était une revue magnifique, enfin, je ne sais pas si elle existe encore, peut-être que oui. En tout cas, à cette époque, il y a déjà bon nombre d'années, j'ai souvenir de feuilleter ces magazines et d'être fascinée par la mise en évidence de deux choses. Je me souviens très très bien, il y avait eu, ça date vraiment il y a très très longtemps, d'un article sur le barrage d'Assouan, ou en tout cas il y avait beaucoup d'articles sur l'Égypte, et d'être fascinée à la fois par le patrimoine, par l'histoire et par la population, puisque comme petite fille, je crois que c'est les premières fois que je voyais des magazines avec des articles sur des enfants différents, des couleurs de peau différentes, des langues différentes, etc. Et ça m'a mis, je crois que c'est mon premier rapport à l'altérité par le rêve aussi, parce que ça faisait voyager, poser des questions. Je suis pas sûre que je lisais vraiment les articles, mais en tout cas, je me souviens très bien des images. C'était l'époque du Biafra aussi, ça je m'en souviens très bien, parce que c'était très marquant. Et donc tout d'un coup, le monde rentre dans la pièce, quoi, parce que les images, étaient les images du Biafra. Et en tant que petite fille, pour moi, c'était très choquant. Et en même temps, ça venait parler du monde, de la différence du monde et aussi au fur et à mesure du rapport d'autres articles sur des cultures africaines avec des statues et des ancêtres, ou sur l'Asie et autres. Et je crois que très tôt, ça m'a plongée par l'image sur des univers qui ne sont pas pareils que celui que je vis. Il y a des gens qui vous font sentir qu'ils sont intelligents, et il y en a d'autres où vous les côtoyez, vous les écoutez, et à la fin, ils vous ont rendu intelligents. Et pour moi, ça, c'est du bonheur. Et je prends deux exemples à travers deux endroits où j'ai passé beaucoup de temps. Je vais commencer par un qui est la sagesse du peuple, enfin des peuples amérindiens. J'ai passé du temps notamment au Nouveau-Mexique, et j'ai été j'étais très inspirée par notamment les prises de décision
qui se font en cercle de parole, où la parole est donnée à chacun, quel que soit son âge, quel que soit son genre, parce que ce sont des critères qui n'interviennent pas. À partir du moment où on fait partie de la communauté, on a droit à la parole. 1 est égal à 1. Et je fais un aparté parce que c'est un adulte. Autrement dit, là aussi, le passage de l'adolescence à l'âge adulte est ritualisé. Et je pense à ça parce que quand j'interviens, notamment à Dauphine, mais aussi à différentes occasions, au moment du sacro-saint tour de table où chacun se présente généralement par son nom et sa fonction, ou son rôle social, je ne souhaite pas avoir ce type de présentation et je fais réfléchir les personnes quelques minutes pour qu'elles écrivent, sans trop réfléchir sur un papier, le plus grand nombre possible de leurs qualités. Généralement, il y a un temps de silence. Et une fois qu'elles l'ont fait, je leur dis, voilà, maintenant, vous allez choisir dans la liste 3 qualités, et on va faire le tour de table et vous allez vous présenter avec vos qualités. Il m'est arrivé d'avoir des groupes avec 1/3 de personnes qui disent je fais pas l'exercice, je peux pas le faire, c'est arrogant. Ça se fait pas. Je peux vous dire mes défauts. Non, je vous demande pas vos défauts, je vous demande vos qualités. Et ça amène à une jolie réflexion sur, au fond, est-ce qu'on se connaît et est-ce qu'on accepte ses qualités? Parce que ces défauts, généralement, c'est pas compliqué. On ne les dit pas, mais on les connaît. Et on n'aime pas qu'on nous les dise, d'ailleurs. Hein, en revanche, les qualités, être capable de nommer ses qualités, et le passage, par exemple, dans certaines tribus amérindiennes, le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, est la capacité à s'extraire du monde, hein, généralement avec des retraites hors de la tribu pendant quelques jours, accompagnés par les anciens, pour aller dans le silence, dans son silence intérieur, dans un endroit de nature où on voit personne, dans un spot qui est délimité géographiquement, donc il ne s'agit pas d'aller marcher pendant des heures, de réfléchir, chacun dans son coin, sur c'est quoi mes qualités, et de mettre une petite pierre, un petit caillou, sur chacune des qualités. Voilà. Et ensuite, on va, au moment du retour à la vie, dans le passage à la vie adulte, devant les anciens, donc qui ont un rôle important, les anciens, les grands-pères et les grands-mères, on va aller se présenter avec son nom, se présenter en face d'eux et dire « je suis et mes qualités sont ». Et les adultes en question, les grands anciens, peuvent dire « ah oui, tu me dis que tu as du courage, donne-moi un exemple à quelle occasion tu as fait preuve de courage ». Et le jeune va dire « bah oui, j'ai bien réfléchi et j'ai eu du courage quand j'ai affronté le coyote dans la nuit et que j'ai eu peur et que j'ai fait face et qu'il est parti », par exemple. Et là où ça m'a vraiment, moi, interpellée, c'est que, à votre avis, auditeur, à quel moment, combien faut-il de qualités pour passer à l'âge adulte? Eh bien, il en faut 40. 40 que l'on reconnaisse à soi-même, mais qui soient reconnaissables par sa communauté, qu'on peut nous traduire par notre famille ou notre environnement professionnel, en tout cas, le cercle que l'on côtoie aux proches. Et quand je fais faire l'exercice, généralement, au maximum que j'ai pu connaître sur bon nombre d'interventions, quand on arrive à 20, on est vu par les personnes autour de la table comme quand même, cette personne n'exagère-t-elle pas un peu sur ses qualités? Et il n'est pas rare d'avoir un seuil autour de entre 5 et 8. Pour moi, ça interroge beaucoup en se disant, à un moment où nous sommes tous extrêmement sollicités sur nos appuis intérieurs, hein, le monde est quand même en ce moment pas très doux, comment faire en sorte de rester debout comme un arbre avec des racines et des branches bien déployées quand vous vous reconnaissez à vous-même 5 qualités, c'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas, ou vous ne vous autorisez pas à vous connaître, ou vous demandez aux autres de vous connaître mieux que vous. Si bien qu'à chaque fois que vous allez être dans une situation de relation avec des personnes que j'identifierais comme toxiques, ou en tout cas la relation est toxique si la personne ne l'est pas, ça veut dire que le premier commentaire négatif que vous allez avoir, vous allez le prendre pour vrai. Et vous allez commencer à être déstabilisé. C'est ça la problématique aujourd'hui des racines, c'est qu'à force de ne pas se connaître et se reconnaître soi-même,
Comment voulez-vous, le monde n'est pas philanthropique au point que tous les matins, on vous arrose comme une jolie fleur ou qu'on vous apporte de l'engrais. On est plutôt de nature à rentrer dans une logique un peu compétitive ou un peu tendue parce que tout le monde est sous pression. Donc ça déjà, c'est un premier point d'inspiration. C'est que, je l'ai vu sur les peuples Native American, j'ai passé du temps en Kirghizie, au tout début du passage à la République indépendante. J'ai passé du temps donc dans les steppes d'Asie centrale avec des tribus kirghizes, où j'ai souvenir qu'un petit garçon de 7 ans était reconnu par sa communauté comme le poète. Et on l'emmenait partout, son père qui jouait de l'accordéon magnifiquement, l'emmenait partout dans les différentes yourtes. Il était très fier d'avoir son prodige qui savait très bien chanter et raconter des poésies. Autrement dit, c'est pas lié à l'âge, c'est lié à la reconnaissance de la qualité. Et vraiment, j'invite chacun à se connaître et se reconnaître pour faire justement cette forme d'ancrage intérieur qui est, par exemple, j'ai sûrement plein de défauts, mais si quelqu'un me dit que je suis une menteuse, ça n'aura pas d'accroche sur moi. Pourquoi ? Parce que intérieurement, je sais que j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais pas celui d'être menteuse. Donc, à force de ne pas se connaître, on absorbe des feedbacks ou des injures ou tout ce qu'on veut, et on les prend pour siens, alors même qu'avec un minimum de repérage intérieur, ça glisse. Donc c'est paradoxal, c'est à la fois créer une imperméabilité aux flèches, si on reprend une approche amérindienne, et une perméabilité à l'autre. Voilà. Donc les sagesses, pour moi, des peuples premiers, elles apportent cette compréhension aussi, si je reprends les approches amérindiennes, par exemple les cercles de parole. Quand on a à prendre une décision importante, il dure le temps nécessaire, on se donne le temps à l'expression sans interruption. Est-ce que dans nos mondes, on se laisse un temps d'expression de son point de vue sans interruption, sans interrompre l'autre ? Et on tourne, on fait tourner jusqu'à temps, non pas qu'on tombe à un consensus, mais qu'on tombe au fait que chacun a pu aller au bout de sa pensée et en écoutant les autres, va pouvoir choisir de la faire évoluer, ce qui est complètement différent d'un rapport de pouvoir. Ça, j'ai appris ça. J'ai appris aussi à regarder combien les décisions importantes sont prises en ayant conscience, ou en tout cas en essayant d'évaluer leur impact sur les 7 générations qui suivent. Donc on s'imagine, c'est une logique d'au moins 150 ans, je dis bien les décisions structurantes, importantes. Et à une époque antérieure, notamment chez les Amérindiens, au moment où les tribus décidaient de rentrer en guerre, le conseil des sages, c'était les grands-mères qui tenaient, et c'était elles qui décidaient si la vie de leurs petits-enfants valait la peine d'être engagée sur la question qui était évoquée. On voit à quel point nous sommes loin de ces processus. Voilà. Quant à la sagesse balinaise, elle est d'une telle complexité et d'une telle richesse que je crois que maintenant, ça fait plus de 14 ans que j'y vais très régulièrement. Et plus j'y vais, plus je découvre. Donc c'est infini. En revanche, l'un des éléments qui m'a particulièrement à la fois émerveillée et marquée, c'est cette approche de l'offrande, puisqu'à Bali, un tiers de la population, ou un tiers du temps éveillé de la population est consacré aux offrandes. Autrement dit, il y a la notion d'avoir un geste, un acte gratuit pour célébrer l'harmonie et pour être Sundaram en sanskrit, qui est sur le chemin de la beauté. C'est-à-dire comment préserver l'harmonie, hein, c'était le principe de Trihita Karana que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais honorer les lieux et les éléments qui contribuent au monde, donc les esprits. Il n'y a pas de notion de dualité de bon ou de mauvais esprit, il y a, j'honore les esprits animaux, les esprits, j'allais dire, de premier niveau, on pourrait dire de vibration, le niveau de l'humanité, l'esprit des hommes, et l'universel. La cosmogonie, le divin, les dieux, dans leur représentation du monde. Autrement dit, ce triple niveau, justement, échappe à la dualité, puisque l'humain est exactement le trait d'union entre la terre et le ciel. Et je trouve que c'est un merveilleux rappel. Et c'est fait par des actes symboliques d'offrande, extrêmement élaborés, avec des figures de géométrie sacrée d'une complexité que je n'ai jamais rencontrée dans un autre endroit,
d'une beauté avec des fleurs, avec des fruits, avec voilà des représentations vraiment magnifiques. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de photos à cet égard à Bali. Et pour moi, de dire qu'on cultive une notion d'acte gratuit qui représente budgétairement pour des familles pauvres un élément important, mais vraiment dans une approche de contribution au monde pour le rendre beau et pour faire en sorte j'allais dire, de contribuer à l'harmonie du monde. C'est que les personnes aux manettes n'ont pas ou ne prennent pas le temps d'une approche réflexive. Elles sont embarquées par la frénésie du monde. Et ça, c'est un vrai paradoxe. C'est un vrai paradoxe. J'en avais parlé avec Pierre Rabhi il y a bien longtemps, lors de nos premières rencontres, et on partageait cette approche. Lui, c'était cultiver la terre au sens la terre physique. Moi, à l'époque, c'était pas encore mon domaine, ça le devient maintenant. Et c'est aussi la terre intérieure. C'est la même métaphore, comment cultiver sa terre intérieure. Et aujourd'hui, soit on la connaît pas, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire intérieur qui est inconnu, donc on en a un peu peur. Et c'est les événements qui nous font, qui nous renvoient des claques à certains moments, hein, qu'ils soient au plan physique, de la santé, au plan de la vie familiale, au plan de la vie professionnelle. Mais c'est aussi le rendez-vous avec soi-même, c'est de temps en temps en avoir un déjà. Et c'est pas forcé qu'il soit très long, et c'est pas forcé d'attendre que la vie nous y invite. Parce que généralement, j'aime bien cette phrase qui est « souvent l'univers conspire à notre évolution ». Et je reviens à mes 5 niveaux préférés, que sont le niveau physique, mon corps physique, mon émotion, toutes les émotions qui me traversent, l'énergie, est-ce que je suis dans une énergie mobilisable en quantité, ou au contraire je suis un peu à bout d'énergie? Mon mental, est-ce que mon mental m'accompagne, ou est-ce qu'au contraire il est dans une phase où il s'agite parce que je viens contacter des doutes ou des peurs? Et enfin mon niveau aspirationnel, c'est-à-dire est-ce que tout ceci s'aligne dans le sens d'une contribution au monde qui me voilà, qui est conforme à mes valeurs ou à ma conscience. Donc dans ce sens-là, j'aime bien ce mot d'alignement. Et dans l'alignement, de fait, il y a de la robustesse, parce que par les temps qui courent, ne pas avoir un corps robuste, au rythme où on le met à l'épreuve, ne serait-ce que dans les transports, ne serait-ce que dans le niveau parfois d'agressivité des relations au quotidien dans la vie publique, ne serait-ce que pour toutes les personnes qui sont en front line, où maintenant vous lisez partout, que ce soit dans une pharmacie, dans la gare, n'agressez pas, aux urgences de l'hôpital, n'agressez pas les personnes sous peine d'amende. Enfin, c'est des choses qui pour moi étaient absolument impensables il y a encore quelques années. Donc on voit bien que notre vie, notamment dans les cités, a un niveau d'inflammabilité extrêmement fort, et que ça suppose de la robustesse sur tous les plans, pour garder son sang-froid et pas rentrer dans la réaction, pas rentrer dans la contribution à l'escalade de ce type de choses. Pour désamorcer des mouvements de ce type, dans la vie quotidienne, ah oui, il faut une grande robustesse, oui, une grande maîtrise de soi. Comment y a-t-il une écoute intérieure? Comment y a-t-il une réceptivité de forme de langage d'un autre ordre que du mental? Comment y a un respect de ses sens, de ses perceptions, de son instinct? Et pour tout un chacun, ces mondes hyper mentalisés, raison de plus avec la montée de l'intelligence artificielle, nous laissent à penser que nous sommes que de pures calculettes mentales. Je parle même pas d'esprit. Je parle bien de calculettes mentales qui font des hypothèses de plus en plus vite, de plus en plus brillantes, des compilations de données, et on est en train de s'émerveiller devant des génies technologiques. Il y a une forme de fascination, alors même qu'au même moment, on pourrait être fasciné sur des capacités humaines qui existent encore, je pense notamment au peuple premier,
qui nous permettent de montrer que l'humain a un potentiel illimité à partir du moment où il accepte de se réconcilier avec, je dirais, sa lignée d'ascendants et de descendants, et avec son harmonie, avec son écosystème. Je prends un exemple, par exemple dans la société balinaise, que je connais bien, puisque j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Un chemin d'amour », un des principes de base de la société balinaise est le principe de la triple harmonie, Trihita Karana. Trihita Karana, c'est un principe de triple équilibre. Comment je suis en équilibre avec moi-même? C'est le premier levier. Comment je reste en paix avec moi-même? Comment la connaissance de moi me permet d'être dans une unité qui me donne ma stabilité, qui me donne mon ancrage, qui me permet d'être en harmonie avec la nature et les hommes, c'est-à-dire avec la communauté des hommes, mais aussi avec l'environnement dans lequel je vis, qu'il soit animal, végétal, minéral. Et le troisième niveau, c'est le rapport de l'harmonie avec l'universel, eux diraient le divin, mais c'est bien au-delà de la croyance. C'est le rapport, on pourrait dire, à la cosmogonie, le rapport aux étoiles, le rapport au cosmos, le rapport au beaucoup plus grand que nous qui nous échappe. Et c'est un principe fondateur de la société de maintenir ce principe de triple équilibre. Et pour moi, il est très inspirant parce qu'il vient nous interroger aujourd'hui quel est l'ordre des facteurs. Et dans cette approche, l'ordre des facteurs, il est, je commence par moi, est-ce que je suis en harmonie qui va me permettre de nourrir un rapport harmonieux avec ma communauté, en commençant par ma communauté de proximité. C'est des cercles concentriques. Dans ma famille, est-ce que je fais régner l'harmonie? Est-ce que je suis en paix avec mes ascendants, avec mes descendants, avec mes voisins? Ça commence de façon très simple et géographique, et par cercle concentrique avec mon village, ou avec etc. Et ensuite, dans mon rapport au monde. Or, souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme de conflit intérieur, il n'y a jamais tellement de paix intérieure, et on s'imagine vouloir, en tout cas dans la pensée mentale, être actif sur le changement du monde. Je dis parfois ça aux personnes que j'accompagne en accompagnement individuel, quand elles sont déjà à un niveau d'expérience constitué, on va dire, en leur disant « Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez terminé votre période d'essai depuis un bon moment ?» Voilà. Autrement dit, on n'est pas toujours en train de faire ses preuves. Il y a un moment donné où, à titre intérieur, c'est pas l'épreuve du dossier ou du challenge ou du contrat signé. Oui, ça continue d'exister. Mais à titre intérieur, c'est d'arriver à se poser pour se dire l'école de la vie, la traversée de difficultés de tous ordres vont faire en sorte que ça va, quoi. Ma grand-mère disait « les petits cochons ne mangeront pas ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, une autre expression que j'aime bien, c'est le combat de puce sur le dos de l'éléphant. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le combat de puce, où on prend 2 pas de recul et on voit qu'elles sont sur le dos de l'éléphant. C'est un peu ça pour moi, l'ordre des facteurs. C'est l'accomplissement, je pense qu'il faut déjà sûrement une certaine épaisseur du catalogue d'expériences. Donc je préfère le dire comme ça plutôt qu'en rapport à l'âge, parce que parfois il y a des très jeunes qui ont vécu déjà au plan humain hélas, j'allais presque dire, un catalogue d'expériences extrêmement important. Et le deuxième élément qui me paraît décisif, c'est, les chercheurs diraient le rétex, le retour d'expérience. C'est-à-dire, comment on fait son miel de tout ça. Et la plupart du temps, on le fait dans ce que j'appelle les entre-deux. Les entre-deux qui sont soit des accidents de vie ou de santé, où tout d'un coup, le monde s'arrête. On est obligé de s'arrêter. On prend burn-out, on prend un gros coup, comme ça arrive malheureusement autour de soi ou à soi, une maladie importante qui oblige à s'arrêter, des traitements, etc. L'accompagnement d'un être cher, parce que il y a quand même 1 salarié sur 5 aujourd'hui qui est aidant. Donc les situations de la vie qui font que tout d'un coup, la turbine dans laquelle on est ne peut plus fonctionner, les conditions ont changé, elle ne peut plus fonctionner pareil.
Et là, il y a un pas de côté, et c'est généralement dans ces moments de pas de côté où on relativise. Même chose pour des personnes qui perdent leur job. Raison de plus quand c'est fait de façon inélégante, pour le dire poliment. Tout d'un coup, le monde s'écroule. J'ai été adulé, j'ai été performant, j'ai été formidable, et tout d'un coup, pouf, on me dit gentiment, ou pas gentiment du tout, prenez votre carton et ramassez vos 2 dossiers. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans ces 2 cas, ou parfois simultanément dans les 2 cas d'ailleurs, le monde s'écroule. Et c'est ces temps où on a la possibilité de s'écrouler, et je l'ai vécu moi-même, et ou de se dire, ok, alors maintenant, c'est là qu'on n'est pas tous égaux devant l'élan vital, parce qu'il faut vraiment aller chercher des ressources intérieures. C'est le moment de faire un pas de côté et j'allais dire, de faire son miel en se disant, voilà, qu'est-ce que je tire de meilleur de ça? Qu'est-ce que ça vient me dire? Je me souviens que après le confinement, je posais une question pour dire, au fond, quel est le meilleur enseignement pour vous de ce confinement? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même que vous n'auriez pas su sans cette expérience? Et ça m'a donné des beaux échanges et des belles rencontres, parce que oui, on a tous été confrontés, dans une situation totalement inédite, à un rapport à soi. Certains l'ont très très mal vécu, ont vécu des colères impossibles, d'autres ont pris 15 kilos, d'autres au contraire ont en profité pour faire installer une salle de sport à la maison. Enfin, on voit bien que les modes d'appréhension du monde dans une situation totalement inédite sont très 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 différents. Et ça, je trouve ça passionnant, parce que ça nous donne, un espace créatif, de retour d'expérience, et de se dire qu'est-ce que j'en fais et comment je suis aux manettes, comment j'ai la main sur ma propre manivelle. Or, le risque, c'est de prendre la manivelle des autres, les logiques de pouvoir. On n'arrête pas de demander à l'autre qui change son conjoint, ses enfants, tout ce qu'on veut, sa mère, son père, ses ascendants. C'est jamais comme on voudrait qu'il soit. Bah oui, l'altérité, c'est jamais comme soi. Donc, de toute façon, par principe, c'est différent. Donc, plutôt que de prendre la main sur la manivelle de l'autre pour qu'il devienne ce qu'on voudrait qu'il soit, bah, commençons déjà par prendre la sienne et se dire comment je prends des temps de recul, d'observation, et de capacité à m'inventer ou à me réinventer ou à donner des inflexions à ma façon d'être. Être au rendez-vous de soi-même. Je pense que pour aborder cette notion ou l'approcher, ça suppose des rendez-vous manqués. On peut pas aborder la proximité du rendez-vous avec soi-même sans en avoir raté beaucoup. Les rendez-vous n'ont pas été à l'heure, on a raté le train. Donc, j'allais dire, c'est avoir l'humour ou la tendresse vis-à-vis de soi-même pour oser regarder de près tous les rendez-vous manqués. Ceux où on n'a pas dit non, ceux où on n'a pas fait les bons choix, ceux où on s'est pas écouté, voilà, je fais pas la liste, chacun a la sienne et j'ai la mienne. Je crois que c'est grâce à ça. Là aussi, il y a toujours cette notion pour moi, importante de transmutation. De ne pas laisser les choses en l'état, mais de leur donner une autre forme ou une autre structure. Je suis assez, indifférente à la notion de réussite ou d'échec. En revanche, beaucoup plus intéressée par qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, ok, c'est pas tout à fait comme, ou c'est pas du tout comme. Ouais, ok. Donc, une fois le constat fait, une fois l'analyse minimum des conditions et du rapport à soi faite, quel est le ressort que ça crée pour le coup d'après? J'aime bien cette notion de ressort parce que c'est une spirale, c'est-à-dire que ça ressemble à un cercle, on a le sentiment qu'on passe au même endroit. Parfois, on a le sentiment, hein, plus on avance en âge, plus on se dit, oh là là, ça, je me vois rejouer le scénario, quoi. C'est un scénario de répétition. Oui, c'est possible. On peut répéter le même scénario et s'enfermer dans une croyance limitante, dans un scénario professionnel ou personnel. Hein. On peut divorcer 7 fois, on peut changer 15 fois de job et trouver que ça va jamais. On voit bien qu'il y a des schémas répétitifs qui s'inscrivent. Là aussi, il n'y a pas de jugement, il y a juste une occasion de réflexion pour se dire, tiens, quels sont les leviers intérieurs qui font que je répète le même scénario ?
Et là encore, dès qu'on accepte, et c'est difficile parce que notre ego, il n'aime pas du tout, hein, dès qu'on accepte de s'arrêter sur image et de regarder sincèrement les leviers, ce schéma de répétition, là encore, je reviens sur cette notion de manivelle. Manivella, ce que ma main veut, qu'est-ce que j'injecte dans le libre arbitre qui me fait passer au-dessus de l'expérience, pas être coincé dedans. Et cette notion de spirale, pour moi, c'est cet espace entre des expériences qui se ressemblent, mais on ne les parcourt pas au même endroit de soi-même. Ce qui me donne de l'espoir, la vie est espoir. J'ai le bonheur de vivre en grande partie maintenant dans la nature, en pleine nature. C'est une extraordinaire leçon quotidienne. C'est jamais terminé. On dit que la planète a mal, mais la planète n'a pas besoin de nous. Je vis assez proche d'endroits qui ont beaucoup brûlé. Il y a eu des feux de forêt importants, pas tout à fait près, mais suffisamment. La nature continue. J'ai même appris d'un guide nature qu'il y avait des espèces, comme certains types de pins ou comme les cystes cotonneux, qui étaient des plantes qui s'épanouissaient, qui faisaient, j'allais dire, jaillir leurs graines dans les incendies. Elles ont besoin de l'incendie et elles développent d'ailleurs des essences particulières qui sont extrêmement inflammables. Ça, je ne le savais pas. Donc pour moi, l'espoir, c'est de se souvenir qu'on est vivant et que les lois de la vie, elles sont des lois permanentes de renouvellement. Ce qui est actif n'est pas forcément visible. Ça m'intéresse beaucoup cette approche de... C'est pas parce que ça se voit que c'est effectif. On a plein de choses à apprendre. Tant qu'il y a des choses à apprendre, moi je suis une éternelle optimiste.